Eh bien, bonjour à toutes et tous et merci donc, de votre présence ce matin donc, dans ce neuvième Open de l'international, donc en version 100% digitale. Donc, eh bien, écoutez, ce matin, donc, pour ce webinaire sur le marketing digital à l'international, donc, nous avons le plaisir d'avoir Antoine Goret, qui est directeur marketing Bonjour. de la société CRISP, euh, à Nantes. Donc voilà, donc Antoine va nous faire part de son expérience et vous donner finalement quelques bonnes techniques, on va dire, pour continuer à optimiser votre méthode de, comment dirais-je, de communication et de mieux valoriser votre image en ligne. Donc, eh bien, écoutez, Antoine, je vais vous passer la main pour cette présentation. Un petit souci technique, je m'excuse, il n'y a pas de souci. Voilà, donc Antoine, je vais te passer le contrôle à distance. Je Allez, vais démarrer ta présentation. Donc, présentation qui durera environ 35 minutes. Je vous propose de prendre une dizaine de minutes pour les questions-réponses. Questions que vous pouvez poser dans le chat, donc dans la discussion interactive. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Voilà. normalement, je peux contrôler l'écran à distance désormais. Je viens de te passer la main. Il y a un petit délai, à mon avis. Voilà. Et ça fonctionne, c'est super. Eh Et bien, merci beaucoup à Bretagne Commerce International de me permettre d'intervenir à nouveau au cours de l'Open de l'International. C'est assez marrant parce que la semaine dernière, j'avais un souvenir en fait que j'avais posté sur Facebook. Et j'étais intervenu un lundi matin comme ça aussi en 2017, si mes souvenirs sont bons. Donc un plaisir d'être là de nouveau parmi vous, parce que bien évidemment aussi en 4 ans, j'ai appris plein de nouvelles choses et j'espère que je vais pouvoir vous les partager aujourd'hui et que vous allez pouvoir demain aussi en profiter pour les appliquer dans vos entreprises respectives. Donc voilà, la thématique aujourd'hui, c'est marketing digital à l'international, du prospect au client, les nouvelles méthodes d'acquisition. Moi, je vais vous parler d'un sujet que je maîtrise. Je ne vous parlerai pas de choses que je ne connais pas. Vous n'attendez pas aujourd'hui à avoir les techniques de scrapping, comme on dit, et de récupération de prospects automatisés. Nous, on va faire aujourd'hui, et moi, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est majoritairement une stratégie inbound, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée du contenu pour attirer des utilisateurs à nous de façon naturelle. Ça induit quelques facteurs qui sont importants, comme un marché mature. Il faut que les utilisateurs soient déjà éduqués à votre produit. C'est l'idéal. Et puis, ça induit aussi, et on va le voir par la suite, tout un tas de choses nécessaires pour pouvoir se développer à l'international sans problème. Rapidement, du coup, pour me présenter, je suis du coup directeur marketing chez CRISP. Donc, voilà mon email, mon Twitter, le site web de CRISP aussi, si vous voulez aller voir. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou sur Twitter si vous avez des questions par rapport à votre entreprise, par rapport à votre stratégie. J'y répondrai bien évidemment avec grand plaisir. Surtout, profitez de ces canaux-là pour me contacter. Rapidement, CRISP, qu'est-ce que c'est? CRISP, c'est un logiciel de gestion de support client multicanal. En fait, on centralise les canaux de communication des entreprises sur une seule et même interface, type les emails, le chat, les réseaux sociaux comme Messenger, comme WhatsApp, comme Instagram, le SMS également aussi, et puis dans le futur, la partie téléphonique sur laquelle on est en train de travailler. Quelques chiffres. CRISP aujourd'hui est présent dans tous les pays du monde. On a 300 000 clients, on est une équipe de 10 personnes et on est présent dans tous les pays du monde, comme je vous le disais. Chaque mois, à peu près, c'est 180 millions de personnes qui se servent de nos services. Et en moyenne par jour, c'est entre 1,8 million et 2 millions de messages qui sont échangés sur la plateforme. Voilà un petit peu pour la présentation rapide. On n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si vous voulez encore, bien évidemment, en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site crisp.chat. La première chose qu'il est importante de penser lorsque l'on fait du développement à l'international et même quand on fait du développement dans son propre marché d'ailleurs, c'est la connaissance du cycle de vie client. Et quand on fait de l'inbound marketing, en fait, le cycle de vie client a différentes étapes. En fait. Moi, j'en considère 4 à l'heure actuelle. Et je vais vous les présenter. Je vais vous expliquer comment est-ce que nous, chez CRISP, on a décidé de se positionner. Donc, en fait, le cycle de vie client, comme je vous disais, 4 étapes. 1, le problème. 2, la considération. 3, la comparaison. 4, la décision. Je vais imaginer ça très rapidement, vous allez vite comprendre. 1, le problème. Moi, entreprise, je constate que j'ai un problème dans ma vie de tous les jours. Voilà ce qui m'arrive. La deuxième étape,
c'est ensuite, je m'éduque et je me dis, OK, comment est-ce que je peux solutionner ce problème-là? Ensuite, la comparaison, c'est je vais évoluer encore une fois dans mon cycle de vie, dans ma réflexion, et me dire, moi, entreprise, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi pour être capable de solutionner ce problème, justement. Et enfin, la décision, c'est quel logiciel, par exemple, je vais choisir pour répondre à ce problème. Et donc, vous voyez et vous imaginez bien que, fonction de ces différentes étapes du cycle de vie de votre client, ces personnes ne vont pas taper la même chose dans le moteur de recherche. N'oubliez pas que là, on a une stratégie d'inbound marketing, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit l'internaute qui vienne à nous. Et donc, il est très important de réfléchir aux mots-clés que l'on souhaite adresser, puisque, fonction du mot-clé que vous allez adresser, vous n'allez pas vous positionner au même endroit dans les étapes du cycle de vie client. Et donc, ça, c'est très important à réfléchir en amont, surtout la partie stratégique. Donc, nous, chez Crisp, ce qu'on a choisi de faire, c'est de ne pas se positionner sur les deux premières étapes du cycle de vie client. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi de faire ça? Eh bien, pour différentes raisons. La première, c'est qu'on est une petite équipe. Moi, je suis seul au marketing et au commerce. Et donc, vous pensez bien que je ne peux pas passer ma vie à écrire du contenu pour aller éduquer des utilisateurs. La deuxième, c'est que les utilisateurs qui sont à l'étape 1, ils vont me coûter très cher. Pourquoi est-ce qu'ils vont me coûter très cher? Parce qu'il va falloir les éduquer. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir faire en sorte que de l'étape 1, ils passent à l'étape 2, et de l'étape 2, ils passent à l'étape 3. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait en fait chez Crisp? Comme on est sur un marché très mature avec énormément de concurrence, on fait face à des entreprises américaines qui ont levé des sommes assez astronomiques sur les marchés financiers. Et nous, on est entièrement autofinancé. Et donc, on s'est dit, c'est simple. On va laisser les concurrents éduquer le marché parce qu'eux ont les ressources. Ils ont des équipes marketing très vastes avec des gros budgets pour faire de la publicité. Et donc, on va laisser le marché s'éduquer au travers de nos concurrents. Et nous, on va capitaliser sur cette éducation-là pour arriver dans le cycle de vie client à des étapes en fait, où ça nous coûte le moins cher, c'est-à-dire à la comparaison et à la décision. Et donc, typiquement, je vais imaginer la chose après par la suite. Vous allez voir, c'est très facile à comprendre. On s'est dit, en fait, nous, on va être très fort sur les deux dernières étapes du cycle de vie client, à savoir la comparaison et la décision. Et donc, comment est-ce qu'on a fait ça? On a créé des pages sur notre site web où on va être très présent, par exemple, sur le mot-clé concurrent à telle entreprise. Et quand ces gens-là vont taper dans Google concurrent à, par exemple, Intercom, concurrent à Zendesk, c'est là que nous, on arrive dans les résultats des moteurs de recherche et qu'on est présent et que les gens nous découvrent. Et donc, on fait de la notoriété en capitalisant sur la notoriété de nos concurrents, en fait. Ce qui nous permet, du coup, d'arriver à créer une image de marque à moindre coût et d'être capable très rapidement de mettre en avant nos assets et notre marketing mix pour automatiquement venir séduire le consommateur à un moment où en fait il est très chaud parce qu'il a déjà été éduqué et qu'il est prêt à voir autre chose. Et donc, bien évidemment, l'étape 4, c'est la décision. Et là, on va être présent sur des expressions très factuelles comme logiciel de chatbot, logiciel de chat, etc., etc. Donc, pour vous donner un ordre d'idée de la complexité du produit que l'on vend, par exemple, aujourd'hui, comme je vous ai dit, Crisp, c'est un ensemble de fonctionnalités, c'est très vaste. Et donc là, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche, ici, on a la fonctionnalité. Ici, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle le travail des jobs to be done. C'est à quoi ça sert mon logiciel, en fait. Quel problème il résout. Et donc, vous voyez ici, on combat le taux de rebond, on va améliorer le temps de réponse, on va capter plus de leads, on va réduire le temps de cycle de vente, on va découvrir de nouveaux problèmes clients. Tout ça, ce sont autant de contenus qu'il convient de rédiger pour être capable de se positionner fonction de ces JTBD. JTBD, Job to be done. Et donc, vous imaginez bien que moi, tout seul, je ne vais pas avoir le temps de rédiger l'ensemble de ces contenus-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette stratégie où, en fait, je me positionne sur des mots-clés très spécifiques avec, naturellement, peu de volumétrie, parce que vous imaginez bien qu'une personne qui tape « How to fight bounce rate » avec une volumétrie de 851 par 1700, il n'y a pas que le chat qui peut l'aider à solutionner son problème. En fait. Il y a tout un tas d'autres solutions. Et donc, si vous commencez à approcher un marché avec
des requêtes aussi vastes que ça, vous n'allez pas avoir une focalisation suffisamment spécifique pour attirer des gens qui sont vraiment intéressés par votre produit. En fait, ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut prendre le funnel à l'envers et commencer toujours par la fin. Et si vous commencez par la fin, en fait, vous attirerez toujours forcément des gens qui sont très intéressés. Et une fois que vous aurez compris les besoins de ces gens intéressés, après, vous remontez étape par étape pour aller être capable d'adresser les bonnes personnes et de plus en plus large. Parce que normalement, si vous faites bien votre travail à la dernière étape, si vous remontez, vous allez attirer encore plus de gens, etc. etc. Donc voilà un petit peu pour la partie cycle de vie. C'était important de poser la chose parce que moi, ça fait vraiment partie, c'est une partie fondamentale de la stratégie que j'applique tous les jours chez Chris. Et donc, une fois qu'on a défini cette base stratégique-là de contenu, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment travaillé sur la technique. Et ça, c'est vraiment vital. Moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises. Vous savez, j'ai travaillé avant avec Bretagne Commerce International pendant quelques années. Et j'ai rencontré beaucoup d'entreprises qui souhaitaient se développer à l'international, mais qui ne se donnaient pas les moyens d'avoir une base technique saine. Et qu'est-ce que c'est une base technique quand on fait du développement international en ligne? C'est un site web performant. Et un site web performant, ça passe par des choses qui sont simples à comprendre, mais qui doivent être mises en place. La première chose, c'est une base technique, comme je vous le disais, saine, et il y a des outils qui existent pour mesurer la bonne santé de votre site web. Ça, c'est un logiciel qui s'appelle Dairboost, qui est rennais d'ailleurs, et qui a été racheté récemment par Content Square, qui est une des licornes récentes françaises. Et je vous invite vraiment à l'utiliser. C'est très simple, c'est gratuit en plus, donc ça ne vous coûte rien. Vous rentrez l'URL de votre site web et ça vous donne un score de performance. Et avec ce score de performance-là, vous allez être capable immédiatement de dire si votre site il est bien fait ou non. Et donc, comme vous pouvez le voir ici sur Crisp, moi, il y a des petites choses que je dois améliorer au niveau du temps de chargement. Et on le verra tout à l'heure, mais le temps de chargement a pris une importance critique aujourd'hui dans le résultat des moteurs de recherche. Particulièrement en plus pour vous si vous souhaitez vous développer dans des zones où l'accès à Internet n'est pas forcément des meilleurs. On en revient encore plus là à l'importance de l'optimisation technique et des temps de chargement. Parce que si vous, dans votre bureau, ça marche bien, pour une personne qui est en Afrique, qui est en 4G, pas dit que ce soit aussi efficient. Alors encore 4G, c'est un peu ambitieux. Un autre logiciel qui est gratuit, encore une fois, celui-ci offert par Google, qui s'appelle PageSpeed Insight. PageSpeed Insight, c'est un outil gratuit que vous pouvez retrouver sur votre moteur de recherche. Pareil, encore une fois, vous rentrez votre URL, vous voyez ici, là, et en fait, vous allez avoir la possibilité, encore une fois, d'avoir une note globale. Donc, l'objectif, c'est ça, hein, c'est d'atteindre le 90-100. Et après, avoir des détails sur les 4 points. Alors ça, ce sont des choses toutes nouvelles que Google vient de mettre en place et qu'on abordera un peu plus tard, mais ça a été mis en ligne là en juin de cette année. Ouais. Donc voilà, les 4 points. On va avoir, là en tout cas, on va en avoir 3. Le LCP, le FID et le CLS. Alors, c'est un peu technique, je sais, mais si vous faites du marketing demain et que vous avez des lacunes techniques, vous devez les combler parce que le marketing devient de toute façon de plus en plus technique, notamment en ligne, pardon. Et c'est pour ça qu'il est important de se sensibiliser à ces sujets-là. Donc, LCP, Largest Content Footprint, c'est-à-dire c'est la performance de chargement. Pour fournir en fait une bonne expérience client, Google demande à ce que le LCP doive se produire en dessous de 2,5 secondes quand la page commence à se charger. On va avoir ensuite le FID. C'est le niveau d'interactivité. C'est-à-dire à partir de combien de temps est-ce que moi, utilisateur, je peux interagir avec votre page. Et enfin, le CLS, c'est le Cumulative Layout Shift, qui en fait permet de mesurer la stabilité visuelle. C'est-à-dire, si je suis sur desktop, c'est-à-dire sur ordinateur, si je suis sur mobile, quels vont être les éléments qui vont se chevaucher, qui ne vont pas être utilisables. Et ça, Google est capable de le mesurer également. Donc voilà, vraiment des éléments à prendre en compte de façon très forte pour avoir une bonne expérience utilisateur partout dans le monde. Et ensuite, un élément qu'il est important d'intégrer à vos sites web aussi, c'est ce qu'on appelle les résultats enrichis. Les résultats enrichis, ça va vous servir à faire des choses qui sont très intéressantes en matière de visibilité dans les résultats des moteurs de recherche. Et je vais vous montrer comment est-ce que ça se schématise. Vous voyez aujourd'hui, chez Crisp, quand on tape Chatbot Software, donc qui est une enquête très concurrentielle pour nous. Aujourd'hui, on est en première page, on est en moyenne entre la position 4 et la position 5.
on a fait en sorte que grâce aux résultats enrichis, on ait des questions supplémentaires qui viennent s'afficher en dessous de notre résultat un peu traditionnel, on va dire. Et comme vous pouvez le voir, moi, ce que j'ai rajouté en plus, c'est que j'ai rajouté des emojis. Et en fait, ces emojis-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils donnent de l'attrait à mon résultat. Ils donnent de la visibilité. Parce que vous remarquerez que dans une page très blanche, eh ben, les seules choses qui dénotent cette page-là, ce sont ces emojis, en plus des petites étoiles. Et donc, ces étoiles-là sont également des résultats enrichis que vous pouvez ajouter à votre site web. Et ça, c'est également aussi des résultats enrichis. Donc, pensez aussi à mettre en place ces éléments-là sur votre site demain pour avoir un contenu qui soit performant, qui soit visible. Alors, en une demi-heure, considérez qu'on n'aura pas le temps d'aborder en profondeur chacun de ces éléments-là et que, bien évidemment, il y a un grand nombre encore à aborder. Mais l'idée, c'est de donner quelques pistes pour que vous puissiez repartir de là aujourd'hui avec des choses à appliquer dans votre entreprise. Enfin, l'un des enjeux du développement à l'international, c'est aussi bien évidemment la traduction. Alors là, je donne un outil de traduction qui est un logiciel français qui s'appelle Weglot, qui est un super logiciel. Et en fait, ils peuvent traduire votre logiciel fonction du prix que vous mettez. Alors, il y a différents types de traduction, soit une traduction bête et méchante, soit une traduction un peu plus spécifique, soit une traduction dédiée SEO. Et je vous invite à tester parce que c'est vraiment top. Et puis nous, chez Crisp, ce qu'on utilise, c'est PoEditor. PoEditor, ça sert à quoi? PoEditor, c'est un logiciel open source, donc qui est gratuit. Alors, il y a une version payante que nous, on utilise parce qu'on a besoin. Vous pensez, par exemple, bien que notre chatbox ou notre logiciel de chat qui s'affiche chez nos clients, il faut qu'elle soit traduite par nos utilisateurs. Et donc, nous, on a des utilisateurs qui fréquemment viennent nous demander, oui, bonjour, je suis de Turquie, j'aimerais traduire votre chatbox en turc, est-ce que c'est possible? Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne accès au projet de traduction sur PoEditor et qu'il a accès à l'ensemble des listes de caractères de la chatbox et il nous soumet sa traduction en turc de la chatbox, ce qui nous permet aujourd'hui de traduire le logiciel dans plus de 50 langues. Ouais. Donc, une fois qu'on a une base technique à peu près propre, l'objectif, c'est de créer le bon contenu. Et pour créer le bon contenu, il faut avoir les bons outils. Je vois beaucoup d'entreprises qui essaient de faire du bricolage avec des outils gratuits, pas chers. Donnez les moyens à vos équipes marketing de faire du bon travail. Payez-leur les bons outils parce qu'ils seront beaucoup plus efficients. Et pour créer du bon contenu, comme je vous le disais, il faut s'équiper. Et s'équiper, ça passe par des logiciels qui soient spécialisés. Toujours dans une logique d'inbound marketing, moi, ce que j'utilise tous les jours chez Chris, ça s'appelle Ahref. Ahref, c'est un logiciel qui va me permettre de me donner une volumétrie de requêtes par rapport à un mot-clé. Donc là, vous voyez ici, par exemple, j'ai Chatbot Software pour les États-Unis. Et donc, je suis capable de voir immédiatement qu'il y a une difficulté de positionnement qui est de 62, ce qui veut dire que ça va être compliqué de se positionner sur cette requête-là. J'ai un volume de 400, c'est-à-dire qu'en moyenne, j'ai 400 recherches qui sont réalisées par mois sur cette requête. En réalité, c'est souvent bien plus, mais là, c'est juste un index qui vous donne une idée de la volumétrie potentielle. Ensuite, ici, on va avoir les clics, le taux de clic. Et ici, le volume global, c'est-à-dire qu'il vous affiche également aussi quels sont les autres pays dans lesquels vous allez potentiellement pouvoir attirer du trafic fonction de cette requête. Et donc, vous voyez, avec un logiciel comme ça, on est capable immédiatement d'aller adresser la bonne expression. En revanche, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'au Brésil, par exemple, Chatbot Software, ça ne va pas du tout être tapé. Vous voyez, par exemple, ici, je suis passé au Brésil, c'est la seule chose que j'ai changé. J'ai changé la localisation. Or, pourtant, on a tendance à croire qu'au Brésil, on a besoin de logiciels de chatbot aussi. Et donc, vous voyez, on a une difficulté qui est sensiblement plus faible, mais on n'a pas de volumétrie. Et ça, c'est problématique. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on soit visible sur des requêtes à forte volumétrie qui nous permettent de ramener suffisamment de prospects pour nourrir nos équipes commerciales, par exemple. Et en fait, ce que vous pouvez voir ici, c'est que ce que j'ai changé, c'est la requête. C'est chatbot WhatsApp. Et en fait, au Brésil, moi, je le sais parce que c'est un pays sur lequel on travaille beaucoup actuellement, eh bien, les Brésiliens, les entreprises brésiliennes ne cherchent pas de logiciel chatbot, ils cherchent des chatbots pour WhatsApp parce que tout le monde fait du WhatsApp au Brésil et en Amérique latine de façon plus générale. Et donc, vous voyez, la volumétrie, elle est folle parce que rien qu'au Brésil, on a 4700 requêtes mensuelles pour une requête qui est extrêmement concurrentielle puisque ensuite,
Au Mexique, on va avoir 500, Indonésie 300, Italie 250, etc. etc. Je vous redonne un ordre d'idée ce qui se passait aux États-Unis pour un marché qu'on pourrait penser beaucoup plus fort qu'en Amérique latine et en Amérique du Sud. Comme vous pouvez le voir, ce n'est absolument pas le cas. Il y a beaucoup plus de demandes sur le Brésil, sur ce genre de produits. Et ça, c'est une chose qu'on découvre en faisant nos analyses. Ce n'est pas quelque chose que vous allez deviner. Donc, l'importance aussi, lorsqu'on traduit un contenu, de réfléchir et de s'entourer de gens qui connaissent le marché. Et ça, moi, je n'aurais pas été capable de le savoir si je n'avais pas travaillé avec des gens qui sont au Brésil, des spécialistes, et avec lesquels j'ai échangé pour pouvoir construire et créer ma stratégie de contenu. Donc, voilà l'outil dont je vous parlais, Ahref. Ça s'écrit voilà, comme ça, un Ahref. C'est un super logiciel et c'est vraiment très puissant. Donc, maintenant qu'on a défini le type de contenu qu'on souhaitait créer, qu'on a choisi les mots-clés sur lesquels on veut se positionner, il va falloir structurer son contenu. Et pour structurer son contenu, il est important, encore une fois, d'avoir la bonne méthodologie. Et donc, là, on revient un peu à des compétences techniques également aussi, notamment dans l'architecture d'une page web. Lorsque l'on crée une page web sur son site, on doit avoir un seul objectif, c'est cibler un mot-clé. Et ce mot-clé-là, il doit avoir la densité la plus forte possible. Quand je parle de densité, c'est-à-dire que c'est le mot-clé qui doit être le plus représenté dans la page que l'on adresse. Et en fait, c'est un peu comme lorsque vous écriviez c'est un peu comme lorsque vous écriviez une expression écrite dans vos jeunes années, lorsque vous étiez en études supérieures ou au lycée. On vous disait de faire une idée par paragraphe. Et bien là, c'est la même chose. En fait, vous allez faire un mot-clé par page. Et donc, comment est-ce que ça structure? Eh bien, en sémantique web, vous avez différents types de balisage. Vous allez avoir le H1, le H2, le H3, le H4, etc., etc. Et ça fonctionne en fait en entonnoir. H1 étant l'expression la plus générique. Et c'est important de noter qu'il ne doit y avoir qu'un seul H1 par page. Et ensuite, H2, après, ça va être à vous de détailler les différentes expressions que vous allez utiliser pour faire monter cette fameuse densité sémantique. À quoi ça sert en fait ces éléments de structuration de contenu? Tout simplement, ça va permettre à Google de comprendre quel est le mot-clé sur lequel cette page doit se positionner. Et en fait, si vous faites ça bien avec ce qu'on a fait au préalable, avec les éléments que je vous ai montrés, naturellement, vous allez vous positionner sur des requêtes en lien avec votre activité. Mais en fait, 80% des entreprises ne font pas déjà bien ce travail. Donc, c'est pour ça en fait qu'elles dépensent des fortunes énormes en développement à l'international, alors qu'ils pourraient très bien le faire à moindre coût. Donc, voilà un petit peu pour la partie structuration de contenu. Et donc ensuite, comment est-ce qu'on fait pour mesurer la sémantique d'une page? Et en fait, tout simplement, on va utiliser un logiciel qui s'appelle alyze.com, donc ALYZE.com. C'est un logiciel français également. Et donc, vous allez rentrer une URL d'une page de votre site ou par exemple de celui d'un concurrent pour être capable de visualiser immédiatement quels sont les mots-clés sur lesquels ils sont positionnés. Typiquement, moi, c'est ce que j'ai fait parce que je suis arrivé chez Crisp il y a 2 ans et demi. Je ne connaissais pas le marché et j'avais besoin de vite comprendre quels étaient les mots-clés concurrentiels sur lesquels mes concurrents étaient positionnés. Et du coup, j'ai été scanner toutes les pages fonctionnalités de mes concurrents et j'ai très vite compris quels étaient les mots-clés phares de l'industrie. Et bien évidemment, après, je les ai réutilisés pour me positionner aussi et venir être visible sur les requêtes les plus fortes qui pouvaient m'apporter le plus de performance commerciale. Donc, alice.info, ça vous donne, vous voyez, les expressions les plus fortes en 1 mot, en 2 mots et en 3 mots. Et après, vous voyez ici que Chatbot, en fait, a la densité la plus forte sur ma page. Alors, c'est logique, c'est logique. Heureusement, je vais vous dire, parce que c'est la page Chatbot français. Alors, il faut savoir que nous, notre site chez Crisp, il est traduit en 9 langues. Et donc, on a environ 600 pages sur notre site web, toutes versions confondues. Et donc, je suis ces densités-là sur chaque page. Et après, j'ai d'autres outils pour m'aider à bien créer mon contenu. Donc, une fois qu'on a structuré son contenu et qu'on a fait ça proprement, qu'on est sûr
que notre page est bien rédigée, qu'elle est efficiente, sexy et qu'elle nous donne envie d'acheter, eh ben, on va utiliser également aussi un logiciel qui s'appelle Your Text Guru. Your Text Guru, qui est un logiciel français qui vous permet en fait de vous donner des informations quant aux mots-clés qui sont les plus utilisés. Alors, je m'explique. En utilisant Your Text Guru, vous allez rentrer une requête. Par exemple, logiciel de chatbot. Vous allez cibler un marché, la langue française bien évidemment, parce que si vous mettez logiciel de chatbot sur un marché anglais, bon, ça marchera, mais il y aura quand même moins d'intérêt. Donc là, on va cibler le marché français. Et en fait, ça va vous sortir les mots-clés que les 10 premiers résultats de cette requête-là ont dans leur page. À quoi ça va vous servir? Eh bien, ça va vous servir à positionner vous aussi les bons mots-clés dans la rédaction de votre contenu pour être capable de vous dire, eh bien, voilà comment est-ce qu'il faut que je tourne mon discours pour faire en sorte que j'ai la bonne densité sémantique et de fait être capable d'aller immédiatement taper le top 10 sur cette requête-là. Et donc, c'est un élément extrêmement important parce que de fait, vous êtes capable de savoir immédiatement quels sont les mots-clés qui font du sens auprès de Google et du coup d'être capable d'adresser et de créer le bon contenu. Donc, vraiment super outil, encore une fois, français d'autant plus. Donc, je vous invite à tester. Ouais. Et ensuite, dernière étape, une fois qu'on a le tout, bah, en fait, vous allez vous dire, ouais, mais c'est super long la création de contenu. Bah, en fait, le plus long, c'est la diffusion. Et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à la création et qui disent, ah, c'est bon, mon travail est fini. Et ça, c'est la plus grosse des erreurs. 80% du travail, il réside dans la diffusion du contenu et 20% dans la création de son contenu. C'est pour ça que, en fait, c'est un travail sans fin. Donc, chez Crisp, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du guest blogging, c'est-à-dire qu'on va rédiger des articles invités chez des sites web qui ont une appétence sémantique ou un champ d'activité proche du nôtre. Et l'idée, bien évidemment, c'est qu'on fasse des liens qui pointent vers notre site web pour donner de la popularité à notre site web et faire remonter nos résultats dans les moteurs de recherche. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé il y a peu de temps. Il y a un an à peu près, un peu moins d'un an, on est parti aux Canaries avec l'équipe Crisp pendant 2 semaines pour travailler en remote, s'aérer, prendre l'air et changer un petit peu de quotidien. Et en fait, ça nous a permis de faire des choses assez folles sur notre logiciel, d'optimiser les temps de chargement, de réduire la taille de notre chatbox et de gagner approximativement 50 terabits de bande passante, ce qui est énorme. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai fait ensuite, parce que cet article-là, il a été rédigé en anglais, comme vous pouvez le voir sur notre blog, c'est que j'ai contacté un site internet français spécialisé auprès des techs dans la partie offre d'emploi, ça s'appelle We Love Dev, que vous connaissez peut-être, qui est une entreprise basée à Lille. Et donc, j'ai proposé de rédiger ce contenu-là que j'avais traduit en français. Et ensuite, donc comme vous pouvez le voir, hein, We Love Dev qui est utilisateur de Crisp. Alors en fait, comment est-ce que ça se fait? Ça s'est fait après la rédaction du contenu et la publication de l'article. C'est assez drôle. Et en fait, troisième étape naturelle, vous voyez, cet article français-là a généré beaucoup de notoriété. Et la semaine dernière, il y a un YouTuber assez fameux sur le secteur tech logiciel qui s'appelle Micode pour la chaîne Underscore qui a parlé de notre article. Et donc, vous voyez, c'est comme ça en fait qu'on crée des effets boule de neige où on génère de la notoriété et on donne du pouvoir à un article pour, bien évidemment, in fine, pousser notre site web et générer de la notoriété pour notre marque. Et puis, si on continue sur la stratégie de diffusion de contenu, je vous donne quelques incontournables aujourd'hui pour vous lancer à l'international lorsque vous faites, vous avez un produit qui peut se permettre de l'être. Il y a des logiciels il y a des sites web comme Product Hunt qui sont des communautés d'early adopters un peu geeks qui sont très puissantes. Nous, on fait un Product Hunt à peu près tous les ans et demi. Et pour vous donner un ordre d'idée, voilà ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, en fait, c'est un système d'upvote journalier où chaque jour, la communauté vote pour élire les produits les plus sexy du jour. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a fait c'était en octobre 2019.
Donc, en effet, ouais, ce sera plutôt tous les 2 ans. Et à mon avis, en septembre, on devrait être capable d'en ressortir un parce qu'on apporte plein de nouvelles fonctionnalités au logiciel. Et ce sera l'occasion pour nous, du coup, de communiquer et de faire en sorte qu'on gagne de la visibilité et de la popularité, puisque bien évidemment, il y a des liens qui pointent vers ce site-là, vers notre site web également aussi. Un autre logiciel qui est vraiment sous-estimé, mésestimé, mais pourtant qui est extrêmement puissant, ça s'appelle Quora. Quora, c'est un logiciel de questions-réponses qui est utilisable par tout le monde. C'est simple, hein. Et donc, alors en France, c'est pas du tout connu, pas du tout utilisé sur le marché B2B, très utilisé sur le marché B2C. Donc en B2B, il y a plein d'opportunités. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que c'est un site web qui est très puissant, qui est perçu comme très fort par Google, avec une forte autorité. Et donc, si vous rédigez des questions en lien avec votre secteur d'activité, fonction du cycle de vie client, vous allez très rapidement vous positionner dans le top 3, dans le top 5 des réseaux des moteurs de recherche et donc générer de la visibilité pour votre marque à moindre coût. Et donc Quora, c'est intéressant en France parce qu'il n'y a personne, mais c'est très intéressant à l'international parce qu'il y a beaucoup de monde. Et donc aujourd'hui, sur des requêtes B2B type secteur d'activité dans lequel moi je travaille, il y a énormément de questions qui sont posées en lien avec live chat, en lien avec mes concurrents, en lien avec tout un tas de fonctionnalités que nous, on propose et sur lesquelles, du coup, on est très visible. Et alors, moi, je m'en sers comme diffusion de contenu. Pourquoi? Parce que quand je rédige un article sur le blog, en fait, ce que je fais, c'est que je cherche une question qui répond, enfin, une question à laquelle je vais être capable de répondre au travers de mon article de blog. Et ce que je fais, c'est que j'écris un résumé de mon article qui répond à la question de l'utilisateur. Et bien évidemment, dans cette réponse-là, je glisse un lien vers mon article de blog. L'idée étant de donner de la popularité à cet article de blog pour pouvoir après faire en sorte qu'il remonte dans les résultats de Google. Pourquoi est-ce que ce serait intéressant? Parce que c'est utilisé partout dans le monde. En Inde, notamment, Quora est extrêmement utilisé et dans tout un tas d'autres pays aussi. Donc, je vous invite vraiment à creuser le sujet. Ça prend du temps, mais c'est comme tout. Il faut mesurer le retour sur investissement que ça peut vous apporter. En fait, j'avais préparé ce slide-là, mais en fait, je ne vais pas en parler. Donc, voilà, j'ai terminé en gros pour aujourd'hui. Je suis carrément OP du coup aux questions, à la discussion. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes, un petit peu plus de 10 minutes, donc c'est parfait. Ok, bah super. Merci beaucoup Antoine pour cette présentation très complète. En effet, dans un temps limité, on va dire, c'est clair, il faut s'adapter, mais en tout cas toujours intéressant. Et puis avec notamment aussi je retiendrai le bon rappel sur les aspects des bases techniques saines, qui est quand même hyper important pour avoir un socle de travail voilà, qui permet d'avancer. Enfin, il y a les étape par étape, et en effet aussi cette notion d'accorder du temps et pour pouvoir les mesurer par la suite, mais en oui, justement, sur ce qu'on a réalisé, quoi. Donc, voilà, ça ne se fait pas tout seul et c'est clair qu'il faut s'y pencher. Je vais juste reprendre la main sur l'écran. Nous avons quelques questions dans le chat. Cool. En tout cas, c'est ce que je vois à première vue. Alors, il va falloir qu'on remonte un petit peu parce que j'ai une personne qui me demande comment s'appelle cet outil d'analyse. On était alors, Madame Berger, si vous pouvez préciser, je crois qu'on était sur la partie 15 minutes, on était sur justement la base technique pour créer le bon contenu, mais je n'ai pas plus de précision. Je ne sais pas, Antoine, si toi tout de suite, en parlant d'outils d'analyse. Il y avait PageSpeed Insight et puis il y avait aussi Darboost, D-A-R-E-B-2-O-S-T, Darboost. Voilà. N'hésitez pas à laisser un petit message. Il s'agit du premier outil d'analyse de performance de site web. Ouais, c'est Darboost, c'est ça, ouais. D'accord. Alors, je vois qu'on a un petit problème pour m'entendre. On va essayer de pallier à cela. La personne qui a posé la question, c'est bien la société rennaise, hein, c'est ça, Nervous, qui a été rachetée? Tout à fait, c'est ça. Ah, c'est bien ça, oui. Tout à fait, c'est bien cela. Alors, je remonte un petit peu au niveau des questions. Donc,
comment ce contenu enrichi sur page web, recherche Google, réagit-il en matière de traduction en fonction de la langue? Bah, en fait, ça va fonctionner de la même façon. Nous, on l'a dupliqué sur toutes nos langues, donc sur les 9 langues. Et ça marche pareil sur tous les résultats des moteurs de recherche. Donc, ça réagit très bien. C'est juste à vous de traduire, bien évidemment, les questions-réponses en fonction de la langue. On a un message de remerciement pour la qualité de la présentation aussi. Avec plaisir. Alors, une autre question. Pensez-vous que le marketing stratégique est impératif pour tous les secteurs d'activité? On est sur le plus général peut-être. Ouais, bah, fondamentalement, de toute façon, à mon sens, c'est essentiel parce que si tu ne fais pas de marketing stratégique avant de te lancer dans le marketing opérationnel, tu vas arriver ton fusil et ton couteau, mais en fait, tu ne sauras pas quoi en faire. Donc, tu peux avoir, tu peux avoir on va dire, le meilleur des produits et le meilleur et la meilleure des équipes. Si tu ne sais pas comment vendre ton produit et à qui, bah, en fait, ça ne sert à rien. Donc, à mon sens, c'est fondamental. Alors, je continue avec une autre question. Donc, comment mesurer les retours de recherche de mots-clés en allemand, norvégien, russe? Vous n'avez parlé que du français avec Weglot. Peut-être d'autres outils, je ne sais pas. Alors, Weglot sert à la traduction. Il ne sert pas à la mesure de la performance des mots-clés. En revanche, Ahref va être capable de proposer une analyse volumétrique de mots-clés dans ces langues que vous avez citées. C'est quoi? C'était allemand, norvégien et russe. Ouais, ouais bah, c'est ça en fait. Tu prends un abonnement à Ahref de 7 jours, ça coûte 7 dollars. En 7 jours, tu as largement le temps de faire ton analyse de mots-clés. Et à partir de là, après, tu crées toute ta stratégie sur ces différentes langues. En soi, il n'y a pas de vrai problème. Ils ont la volumétrie, ils connaissent le marché, ils vont te dire, bah voilà, telle requête, c'est efficient, telle autre requête, il n'y a pas de trafic. Et des fois aussi, il faut quand même savoir garder son intuition. Quand on connaît bien un marché, il ne faut pas oublier que ce sont des indices. Ce n'est pas forcément la réalité systématique que vous donne ce logiciel ou ces logiciels-là de façon générale. Et donc, c'est important aussi de quand même garder son intuition de marketeur ou d'entrepreneur et de se dire, bah, même si là, le logiciel me dit que ce n'est pas ouf en termes de volumétrie, moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose à aller chercher. Et donc, je vais quand même créer du contenu. Ok, d'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je me rapproche un petit peu pour être sûr que vous m'entendiez bien. N'hésitez pas. On a encore 5 minutes. Antoine, tu as un petit peu à rajouter? Je sais pas si... Non, bah, écoutez, c'est vrai que après une stratégie de développement à l'international, c'est quelque chose qui dépend aussi beaucoup du marché dans lequel on évolue. Je sais bien qu'il y a des produits qui sont pas simples à vendre en digital. Je pense à des remorques ou ce genre de choses. Je suis bien conscient que pour vendre une remorque, c'est quand même important peut-être d'avoir un contact physique parce que traditionnellement, c'était aussi la façon qu'avaient les gens d'échanger. Je pense qu'aujourd'hui, le web peut quand même aider énormément dans l'accélération du cycle de vente. C'est-à-dire que même si vous ne faites pas la vente en ligne, vous pouvez quand même digitaliser beaucoup d'étapes du cycle de vie. Depuis voilà, la découverte, la considération, la comparaison et peut-être également aussi à terme la décision. Mais, euh, mais aujourd'hui, en tout cas, vous avez énormément de ressources en ligne pour vous aider et vous donner les bonnes façons de faire afin d'être plus efficient en ligne. C'est un canal de développement qui est extrêmement intéressant. Comme je vous l'ai dit, nous, chez Crisp, hein, on est une équipe de 10 personnes. On a des clients dans tous les pays du monde, littéralement. Et on n'a aucune force de vente autre que moi, en fait. Oui, encore, dire que je suis une force de vente, c'est un bien grand mot. Donc, donc voilà, on est l'exemple même en fait de la possibilité de pouvoir se développer dans tous les pays du monde sans avoir besoin d'avoir une équipe de commerciaux à disposition.
Ok, super, merci beaucoup. Dans la continuité, des messages de remerciement, de félicitations pour la présentation. Donc, encore une fois, voilà, faut le dire. Donc, j'en ai encore eu deux, trois messages supplémentaires dans la continuité. Euh, donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions pour ce matin, je vous propose que nous arrêtions là. Antoine, je pense que tu as eu le mot de la conclusion au travers de cette dernière vision, dernier point de vue, on va dire. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à revenir en cas d'autres questions là également, par le biais de DCI, par le biais de notre interlocuteur du jour aussi pour échanger sur vos problématiques de marketing digital à l'international si le besoin s'en fait ressentir. Voilà. Très cool. Merci beaucoup en tout cas, Émeric, pour l'invitation. Un plaisir d'avoir pu échanger avec toi aujourd'hui, avec l'audience aussi BCI. Je crois savoir qu'il vous reste encore pas mal de conférences tout au long de la journée, donc bon courage. Tout à fait. Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous pensez que je peux vous filer un coup de main, ce sera avec grand plaisir. Écoute, merci beaucoup Antoine, merci à toutes et tous d'avoir participé donc, à ce webinaire et puis donc une très bonne journée de l'Open de l'international, donc 100% digital. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Bonne journée.